Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous voulons, au nom de toute la communauté, au nom du conseil d'administration de la transition dont je préside, vous souhaiter la bienvenue. J'ai à mes côtés, sur ma droite, M. Roger Bani, qui est le secrétaire général du conseil d'administration de la transition. Et j'ai sur ma gauche M. Deplotide. Nous sommes tous trois qui auront en grande partie la responsabilité à pouvoir nous adresser à nos deux candidats de ce soir. Vous avez sur votre gauche M. Diomandé Moussa, et qui est candidat à la présidence de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Métro d'ici, c'est-à-dire Washington Métro d'ici. Et vous avez sur votre droite M. Gohou Pierre, qui est candidat au commissariat aux comptes. C'est un privilège pour nous ce soir, et le reportage de cette rencontre est assuré par M. Jacques-Roger Chaud, à qui je demande au public spécialement de lui porter une acclamation. Au cours de cet entretien, nous espérons que nous pourrons passer environ 1 heure du temps, peut-être 1h15, et le public aura également aussi à poser un certain nombre de questions. Mais dans un premier temps, mes collaborateurs et moi allons avoir 3 questions respectives, chacun de nous, qui vont être adressées à chacun des candidats. Et le premier des candidats qui aura la charge de répondre à la première question sera le candidat à la présidence de l'Union fraternelle des Ivoiriens, c'est-à-dire M. Diomandé Moussa. Voilà, soyez la bienvenue. Et tout de suite, je voudrais lui adresser la première question. La première question que je voudrais adresser à M. Diomandé, c'est de se présenter à la communauté, c'est de se présenter au public. Oui, bonsoir, chers amis, bonsoir donc, chères Ivoiriennes et chers Ivoiriens, bonsoir au comité de transition, le pasteur Akar, M. Bani, M. Kenama, bonsoir également à mon frère Antoine, candidat au commissariat aux comptes. Ben, je suis Diomandé Moussa, candidat donc à la présidence de l'UFI. Je suis marié, père de 3 filles et de 2 petits garçons. J'habite dans le Maryland, à Germantown exactement. Je suis né à Kamasela, qui est à 10 km de Touba, dans les années 67, le 3 avril exactement. Alors, je suis aux États-Unis depuis 1996, exactement au niveau de Washington DC, et je travaille dans le secteur formel. Je suis responsable, gérant de compagnie de transport, et je suis informaticien de formation, et donc gestionnaire de fonction. Voilà. Ben, je vous remercie, vous allez vous asseoir, et nous allons donner aussi la possibilité à M. Gohou Pierre de se présenter également en tant que candidat au commissariat aux comptes de l'Union fraternelle des Ivoiriens, à se présenter au public et à la communauté. Bonsoir, chers compatriotes. Mon nom c'est Pierre-Antoine Gohou. Je suis né à Abidjan, grandi à Abidjan. Mon père est de l'Ouest, il est de Guiglo, et ma mère est de Tia Salé. Donc ça veut dire que
Je suis un Ivoirien qui est partout. Voilà. Donc ce soir, ce que nous voulons faire ici, c'est l'union, apporter l'union dans cette communauté. Je suis comptable de formation financier, je travaille dans une banque et puis aussi je fais la peinture. Ceux qui me connaissent, j'ai exposé dans le monde, en France, en Europe, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, en Asie aussi. Voilà, ce qui nous amène ici ce soir, c'est réunir les Ivoiriens. Donc déjà avec ma formation de financier et aussi avoir vécu ici depuis 1991, j'ai un peu flirté avec l'association des Ivoiriens, avec Assiri Gustave, quand il était président. J'étais là. Donc, je connais un peu l'association. Donc, je pense que décider d'être commissaire aux comptes, j'ai bien réfléchi et je pense que je pourrais faire un travail formidable. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi présenté, nous venons de faire connaissance avec nos deux candidats. Et ma première question s'adresse à monsieur Diomandé Moussa. Je voudrais que vous nous donniez un peu les motivations de votre candidature, les motivations pour lesquelles vous vous appuyez pour vouloir prétendre à diriger cette communauté. Quelles sont vos motivations réelles? Oui, merci pasteur. Je pense que c'est une question très intéressante. J'ai d'abord une motivation personnelle et ensuite une motivation, j'allais dire, communautaire. La motivation personnelle est que j'ai estimé que j'avais des qualités de travailleur, des qualités de personnes sérieuses pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, à cette communauté-là de redécoller. Alors, pour ce qui concerne la raison communautaire, c'est que j'ai observé l'UFI est en train de descendre, j'allais dire, dans l'enfer depuis ces dernières années. Et nous avons compris que pour être fort à la diaspora, à l'étranger, il fallait que les Ivoiriens fassent comme les autres communautés, c'est-à-dire se réunir et bénéficier, n'est-ce pas, des atouts, par exemple des minorités, les atouts qui sont aujourd'hui à la disposition des autres communautés, pour que nous puissions en bénéficier. J'ai compris également qu'avec l'expérience que j'ai eue en pratiquant cette communauté depuis des années, d'abord au niveau de ma communauté infragroupe, que le Badenia, où j'ai occupé des postes à plusieurs niveaux, avec l'expérience également dans d'autres associations, je me suis dit que je pouvais aider cette association, Union Fraternelle des Ivoiriens, à redécoller. Ce n'est pas les compétences qui manquent chez les Ivoiriens. Je pense que la communauté diaspora, j'allais dire ivoirienne, est une diaspora de qualité. Elle a juste besoin d'être organisée. Vous allez voir rarement les Ivoiriens, j'allais dire dans des petits boulots ou alors travailler pour des gens. Généralement, les Ivoiriens ont fait des études où ils sont des responsables de société à plusieurs niveaux. Alors, nous pensons qu'il est important que cette qualité-là puisse se mettre ensemble pour pouvoir jouer un rôle important pour nos parents qui sont restés, j'allais dire, en Côte d'Ivoire. Et puis bon, évidemment, la deuxième raison communautaire est que bon, nous sommes restés un peu à l'écart
de l'UFI, chacun très occupé à ses affaires, et des personnes ont décidé de faire de l'UFI, qui est une association communautaire, j'allais dire les siennes, qui font le beau temps et la pluie de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Alors, nous nous sommes dit que nous sommes également Ivoiriens, nous pouvons venir, n'est-ce pas, devant les Ivoiriens et permettre donc aux Ivoiriens d'avoir quelque chose de beaucoup plus potable en matière de rassemblement, plutôt que de faire des palabres. Je suis généralement quelqu'un qui aime la concession, qui aime écouter, qui a des amis dans toutes les régions, j'allais dire, de la Côte d'Ivoire, et qui a des amis dans toutes les religions et des amis également dans, j'allais dire, dans toutes les aspirations politiques, parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire traverse une crise politique, donc ça agit sur tout le monde. Alors, étant donné que j'ai des amis à tous les niveaux, je me suis dit que je pouvais jouer, pasteur, un rôle important de rassemblement et de remobilisation de la communauté ivoirienne aux États-Unis, surtout à Washington DC. Oui, je voudrais enchaîner avec ma deuxième question. Comme je l'ai dit, chacun de nous aura à poser 3 questions. Dans votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé des ressources politiques que vous avez. Mais vous savez que l'Union fraternelle des Ivoiriens est apolitique. Et aujourd'hui, nous sommes tous convaincus des problèmes qui règnent au sein de cette communauté. Alors, face à ce challenge, comment comptez-vous réellement vous prendre? Parce que, étant une structure apolitique et ayant un certain nombre de problèmes d'unité, et comment comptez-vous réellement vous prendre pour pouvoir arriver à unir l'ensemble des Ivoiriens autour de cette structure qui nous appartient tous? Oui, merci pasteur. Je pense que c'est également une question assez importante. L'Union fraternelle des Ivoiriens est évidemment une structure apolitique, mais j'allais dire que chaque individu a une aspiration politique. C'est un peu comme les militaires qui ne doivent pas faire, par exemple, la publicité politique quand ils sont en tenue militaire, mais ils ont un choix. Le jour des votes, ils sont autorisés à voter. Alors, nous disons que la politique n'a pas sa place à l'intérieur de l'UFI. Vous pouvez avoir j'allais dire, vos aspirations politiques, mais vous ne devrez pas utiliser l'UFI à des fins politiques. Alors, c'est très important. Mais il ne faudrait pas ignorer que la politique est considérée comme la mère des sciences. Et nous allons utiliser, pour ceux qui sont dans mon équipe, qui ont cette, j'allais dire, cette expérience dans la vie politique, nous allons utiliser cela pour ramener tout le monde sur la même table. J'ai dans mon équipe de campagne, comme je le disais tantôt, des Ivoiriens qui ont des différentes aspirations. Alors nous avons réussi à regrouper donc ces Ivoiriens qui ont des différentes aspirations à l'intérieur de notre équipe de campagne. Alors, si nous avons réussi donc à cette étape, j'allais dire micro, nous allons essayer de réussir évidemment cette action au niveau macro, c'est-à-dire au niveau de la grande communauté, j'allais dire ivoirienne, ici à Washington DC. Ben, je vous remercie. Ma troisième et dernière question. Avant de permettre à M. Roger et à M. Desploty de pouvoir s'adresser également à vous, en ma qualité de président du conseil d'administration de la transition, selon les constats que j'ai faits, c'est qu'aujourd'hui, l'Union fraternelle des Ivoiriens, après 20 ans, ne dispose aucun fonds. Nous avons une caisse qui est carrément rouge. Et nous ne pouvons rien faire sans les moyens. Et voilà que face à ces réalités assez pénibles, vous décidez d'être candidat, de pouvoir être président. Alors,
Pouvez-vous me dire un peu comment allez-vous vous y prendre? Parce que les moyens n'existent pas. Comment est-ce que vous allez vous prendre? Parce que là, on ne peut rien faire sans les moyens. Absolument. Je pense que c'est le lieu de féliciter cette transition. Évidemment, qui est née à un moment où, comme vous l'avez dit, les caisses, vous dites les caisses sont rouges, mais en fait, je pense que les caisses même n'existent pas. Ouais. Bien sûr. Et grâce à l'apport de l'équipe sortante, je pense que vous avez pu avancer et grâce à votre volonté personnelle, vous nous avez permis aujourd'hui d'avoir cette rencontre. Et nous disons vraiment merci pour cela. Pour revenir à votre question, pasteur, je pense que il est un peu difficile pour tout être humain de s'engager dans une action où il ne voit pas son intérêt. Les Ivoiriens ne cotisent pas tout simplement parce que l'UFI n'est pas vraiment sorti de sa phase première. Cette phase primaire qui consiste tout simplement à organiser peut-être des funérailles quand on perd quelqu'un de très cher. Vous savez, l'Africain a cette conception de dire que quand je ne serai pas là, c'est sûr que même si on ne me voit pas d'habitude, les gens trouveront les moyens pour évacuer mon corps. Donc, il n'y a pas d'engouement. Mais je pense que nous avons un programme, je vais vous le détailler tout à l'heure, quand vous allez me donner, n'est-ce pas, cette possibilité de donner les grands points de notre programme. Nous avons un programme attrayant. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir un intérêt en l'UFI en tant qu'Ivoirien, vous allez cotiser. Et certainement, plusieurs de vos amis vont cotiser. Je vous donne un exemple simple. Tout le monde à la maison, par exemple, utilise la télévision. Oui. C'est pas avec Comcast, c'est Verizon et j'en passe. Désolé pour la publicité. Alors, si je prends une compagnie qui provide la télévision, qui fournit, le contrat télévisuel, et nous arrivons à démontrer à cette compagnie que nous avons une association qui a 1000 personnes. Alors, si vous nous permettez, le contrat que vous faites, par exemple, à $100 par mois, si vous nous permettez d'être votre soutien de base au niveau de notre communauté, je peux vous donner, une communauté de 1000 personnes qui sont prêtes à s'engager dans votre contrat télévisuel. Alors nous aimerions les $100 que vous proposez à tout le monde, que notre communauté paye $45. Vous voyez? Alors, si on réussit à, n'est-ce pas, convaincre cette compagnie de télévision à donner $45 de contrat aux Ivoiriens, alors chaque Ivoirien va peut-être réfléchir pour dire, ma cotisation par mois est de $10 pour être membre de droit. Alors si je viens avec cette compagnie, j'aurai $45 de mois à payer et $10 régulièrement au niveau de l'UFI me feront régulièrement $55 par mois. Alors je save un peu de l'argent, je save quoi, $45 en étant membre de l'UFI. Et je pense qu'à partir de ce moment, vous allez certainement avoir pas mal d'Ivoiriens qui peuvent s'intéresser à l'UFI, ou du moins les Ivoiriens qui aiment la télévision. Se jeter dans l'UFI tout simplement parce qu'en étant membre de l'UFI, on a un contrat de plus de 50% de réduction dans telle ou telle compagnie. Et j'en passe. Vous avez des possibilités les possibilités sociales au niveau de la santé, au niveau de l'immigration. Alors, en étant membre de l'UFI, si cela peut vous ouvrir des portes à plusieurs niveaux, des portes économiques, des portes juridiques, et puis, des portes sociales, vous allez payer vos cotisations. Et puis, évidemment, il y aura d'autres moyens de faire entrer de l'argent, comme par exemple les fundraising. Au niveau de ma campagne, en moins de 2 semaines, j'ai fait rentrer plus de $2000, en moins de 2 semaines. Donc, c'est pour vous dire qu'on a les qualités de rassemblement. Voilà, je vous remercie. Merci. Enfin, avant que nous posions nos questions, donc je vais réserver mes questions.
Donc, je voudrais profiter du fait que DM soit encore debout pour nous présenter en même temps son programme d'action. Ensuite, le candidat commissaire au compte va lui emboîter le pas. Et quand il aura fini, maintenant nous allons poser les questions. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur Bani. J'ai un programme assez long, je pense que nous avons pris un peu de retard. Je vais essayer de les résumer rapidement. Je m'excuse, oui, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Ok, pas de problème, merci. Je pense que nous nous sommes réunis au niveau de ma coalition pour mettre un programme qui pourrait permettre à l'UFI de redémarrer. Il y a eu des personnes, nous le savons, des présidents et des présidentes avant nous, qui avaient la même ambition. Et nous sommes convaincus que ce n'est pas par incapacité intellectuelle qu'ils n'ont pas pu, j'allais dire, atteindre les objectifs qu'ils avaient. Nous espérons que nous le pourrons. Au-delà de vos programmes, évidemment, vous avez des conditions sur le terrain qui souvent ne vous permettent pas de travailler. Alors nous remercions déjà le travail qui est fait sur ce terrain qui permettra, à notre avis, de balayer le terrain afin que nous puissions travailler. Voilà, sur ce, je voulais dire rapidement que bon, nous avons des programmes un peu classiques de l'UFI. Au niveau par exemple de la culture, nous comptons faire la promotion de la culture ivoirienne, des danses, des musiques évidemment, l'histoire des régions. Nous avons mis ce point au début de notre programme parce que nous nous sommes dit que avec la crise que la Côte d'Ivoire a traversée, souvent il est intéressant de réunir facilement les Ivoiriens autour d'activités culturelles et d'activités sportives également. Donc nous avons pris des contacts avec l'un de nos amis qui est promoteur de musique à raison, qui viendra régulièrement, qui fait venir des artistes du pays. Il est à New York. Alors nous avons avec lui signé, j'allais dire, un contrat de participation. Alors chaque fois que nous aurons une vedette à New York, nous nous arrangerons pour que cette vedette-là, n'est-ce pas, puisse venir à Washington. Et ça permettra aux Ivoiriens de Washington également de ne pas aller toujours à New York pour voir des grandes vedettes. Voilà. Donc nous aurons ça. Nous aurons aussi, par le développement de cette culture, nous aurons l'Assemblée générale. Chaque Assemblée générale pour nous sera sous la couleur d'une région de la Côte d'Ivoire. Ça nous permet, n'est-ce pas, de connaître notre communauté. Vous voyez par exemple, vous avez parlé tout à l'heure, je vois mes deux frères qui sont côte à côte devant, qui sont de différentes régions, et je ne suis pas sûr si chacun d'entre eux sait exactement les qualités ou alors les détails de la région de l'autre. Donc si à une assemblée générale, on dira par exemple que cette assemblée est sous le signe de la Namibie, pourquoi pas, et on demandera à nos amis qui viennent de là-bas de venir, ils vont nous faire un exposé de 15 à 20 minutes sur la Namibie ou bien sur le Zanzan ou bien sur et nous irons de chaque assemblée générale avec une connaissance de notre région. Voilà. Ensuite, nous avons parlé de promotion du tourisme ivoirien. Tout à l'heure, vous me demandiez où j'allais prendre l'argent. Alors, nous avons été informés, ou du moins depuis un certain moment, nous savons qu'au niveau de la diplomatie, il y a un fonds réel qui existe pour la culture, au niveau des chancelleries. Alors, nous avons pensé mettre un système en place de telle sorte que nous puissions faire des doléances au niveau des pouvoirs publics pour leur faire comprendre que les meilleurs, j'allais dire, les meilleurs avocats de la Côte d'Ivoire, les meilleurs ambassadeurs du tourisme ou de la culture de la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens qui vivent dans les pays à l'extérieur. Alors donc, ce fonds devrait pouvoir être mis aussi à la disposition des associations qui regroupent tous les infragroupes afin que nous puissions avancer. Bon, au niveau de la promotion des activités sportives, bon, nous avons pris contact avec nous avons pris contact avec des centres de sport qui sont prêts à donner des discounts à l'UFI. Et donc, avec ce discount de membership,
nous aurons aussi des salles permanentes à ce niveau où nous pourrons, pourquoi pas, organiser nos AG au lieu de nous déplacer régulièrement en fonction du président ou de la présidente qui souvent nous offre le local. Il serait mieux d'avoir un membership quelque part afin que l'UFI puisse faire ses activités de façon régulière. Du point de vue social, nous pensons mettre en place d'abord ce que nous avons appelé la Maison Ivoire. La Maison Ivoire sera en fait la commission sociale qui nous permettra de pouvoir d'abord nous unir au niveau de la diaspora ici, et puis bon, permettre, pourquoi pas, à tous les Ivoiriens de se connaître. Donc à ce niveau, nous allons mettre l'accent sur les infragroupes. Le bureau précédent avait déjà commencé, nous allons renforcer cela. Nous allons mettre les infragroupes ensemble. Il y aura un responsable d'infragroupe permanent chaque 3 mois, j'allais dire porte-parole, qui va, n'est-ce pas, véhiculer les avantages que nous avons au niveau de la communauté ivoirienne. Voilà, donc nous allons parler aussi nous avons un programme sur l'économie, nous pensons mettre les PME ensemble, nous comptons faire comment on appelle ça, une page jaune pour permettre à nos responsables, tous les Ivoiriens qui sont dans les activités tertiaires, les mécaniciens, les chauffeurs de taxi, les salons de coiffure, les peintres, les responsables des taxes, return et toutes ces personnes, les artistes. J'ai un grand artiste avec moi. Voilà, ils seront dans une page jaune, ça leur permettra de facilement faire leur promotion et à partir de là, nous comptons au niveau de l'administration américaine, si nous sommes organisés, en faisant un fichier réel de nos promoteurs économiques, de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des avantages qui existent au niveau des minorités dans la communauté américaine, pourquoi pas, pour permettre à nos gens d'avancer. Et puis en plus, bon, en 2 minutes, je pense qu'on me fait signe, nous avons, ça c'est les programmes classiques, hein, mais ce que nous comptons envoyer de nouveau, c'est ce que nous avons appelé les innovations. Dans les innovations, nous avons un siège permanent, qu'on appelle le siège virtuel permanent. Nous avons déjà pris le contact. Je ne vais pas vous donner les détails maintenant, mais vous nous donnerez 3 mois. Dès que nous serons élus, vous viendrez, n'est-ce pas, à l'inauguration du siège de l'UFI. Voilà. Et ensuite, nous avons mis en place des postes assez stratégiques, comme par exemple le commissaire chargé des relations extérieures, qui sera un commissaire qui n'est pas statutaire, mais en fonction de votre programme, vous pouvez créer des postes de commissariat et des commissions pour permettre d'avancer. Le commissaire à l'extérieur permettra de développer les relations avec les autorités, par exemple, au pays, pour protéger tous les membres de l'UFI qui aimeraient faire des investissements au niveau de la Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'on se retrouve souvent avec un terrain qui est vendu à 2 ou 3 personnes. Avant d'acheter un terrain, vous allez passer par des autorités qui seront là pour nous. On nous a appris qu'il y a une direction des étrangers qui a été créée au niveau du ministère des Affaires étrangères. Voilà, ce commissaire aux relations extérieures nous permettra d'avoir tous les détails et tous les avantages de nos diasporas. Nous avons aussi, comme innovation, la mise en place d'un département de la jeunesse. Nous pensons que la jeunesse est mise à l'écart au niveau de l'UFI. Il est temps d'avoir une relève, il est temps de créer des conditions, de les attirer à notre bien commun. Il est temps de comprendre que la jeunesse aussi a des priorités. C'est des gens qui viennent avec des situations de F1, qui restent avec cette situation scolaire pendant des années, alors que après la première année, nous avons la possibilité de les sponsoriser et les filles au niveau de l'école descendent pratiquement à 80% de réduction. Donc la jeunesse sera là, donc nous allons mettre en place ce que nous avons appelé la JUFI. Et puis bon, nous avons aussi un commissaire chargé de l'intégration et de la coopération africaine. Nous avons besoin de savoir ce que nos frères ghanéens, maliens, éthiopiens, ici aux États-Unis font. Donc nous avons besoin d'un commissaire qui va s'occuper des activités des autres communautés afin que nous soyons présents et nous allons en prendre d'eux. Et au fur et à mesure, quand nous avons des activités comme notre AG, nous aurons des tables là où ce sera des représentants, n'est-ce pas, des communautés africaines pour venir écouter la Côte d'Ivoire, qui, n'oubliez pas, est l'éléphant, est le moteur de l'Afrique occidentale. Mais au niveau des États-Unis, ou j'allais dire de l'étranger, peut-être le poussin de l'Afrique occidentale, parce qu'on ne nous considère pas. Nous avons besoin de répercuter, j'allais dire, la position que nous avons en Afrique, de prendre cette position au niveau de la diaspora. Oui,
Merci, monsieur Moussa. Je vous ai laissé aller doublement au-dessus de votre temps parce que, au fait, le deuxième candidat n'est pas concerné par ce que nous demandions, puisque lui, il est candidat au commissariat au compte. Il n'a vraiment pas besoin de présenter un programme d'action. Mais vous pouvez vous asseoir. Je vais d'abord faire un commentaire et puis, bon, si le besoin se présente de poser ma question, je vais enchaîner. Il faut rappeler que c'était le 22 janvier dernier que l'Assemblée générale avait mis sur pied ce comité qui aujourd'hui est en train d'organiser le débat conformément au statut de l'UFI, et dans une semaine ce sera les élections. Et je fais partie du comité du bureau sortant, sans être membre de ce bureau, à organiser les élections l'an passé, c'est-à-dire à participer dans les campagnes. Et la salle était archi comble, la motivation était très forte. Et contrairement à ce que nous voyons ce soir. Alors, je dirais pas des appréhensions, mais des préoccupations. En tant que candidat, bon, je ne vois pas vos électeurs ce soir. Ça fait un. De deux, nous sommes sans ignorer des problèmes qui ont engendré ces élections, que nous avons tenu à réaliser et que nous allons réaliser dans une semaine. Alors, vous présentant ce soir comme candidat, de quelle arme disposez-vous pour faire face aux situations que je vais énumérer? Premièrement, je sais que le précédent intervenant a parlé de ça, mais je voudrais vraiment insister là-dessus parce que c'est très important. La division dans la communauté. Étant donné qu'il y a eu des tentatives d'élection et nous faisons des élections aujourd'hui, alors de quelle arme disposez-vous pour unir ces Ivoiriens? Et deuxièmement, il y a aussi une commission de réconciliation. Pour ce qui me concerne, j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai jamais été associé à ça à l'ambassade. Je sais que les réunions se tiennent. Alors, pensez-vous que le président de l'UFI va jouer un rôle dans ce comité de réconciliation au niveau national, c'est-à-dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire puis ce qui se passe ici? Et mon dernier commentaire porte sur le fait que, même si ça a été déjà dit, il n'y a pas d'argent. Et comment est-ce que vous pensez réellement régler ce problème? Je sais que le problème que vous avez présenté là, alléchant, je vous tire mon chapeau pour ça, c'est de très bonnes idées. Mais comment vraiment comptez-vous pallier tous ces facteurs-là? Je vous remercie. Et si vous pouvez vraiment la salle brièvement. Ben, je pense que la troisième question a été déjà répondue. Donc, pour gagner du temps, avec votre permission, il va pas... Je voudrais qu'il revienne là-dessus. Oui, bon. Merci. En 30 secondes, c'est vrai que l'économie, j'allais dire, l'argent... Parce que je n'ai pas été convaincu de la réponse qu'il a. Qui allait être mis en place et tous nos responsables qui ont j'allais dire, des activités économiques pourront faire la publicité sur nos websites. C'est des choses qui seront payantes. Nous avons également la possibilité de vendre des étiquettes de l'UFI à chaque assemblée générale. Nous avons pensé faire des ventes dans le cours d'articles, c'est-à-dire la sortie même de chaque activité, chaque assemblée générale, au lieu d'avoir cette habitude de se donner des coups de pied. Nous pensons que les gens qui viendront et penseront à the same time que on peut venir à l'assemblée générale et puis manger, avoir un petit allocodrome pourquoi pas du côté, et tout ça sera vendu, n'est-ce pas, par notre équipe financière. Voilà. Bon, il y a encore d'autres éléments pour faire entrer l'argent. Je vous ai dit que c'est très important, c'est le nerf de la guerre. Alors, c'est des choses qui peuvent être vues sur notre website qui est www.dm4ufi.org. Les détails sont à ce niveau. www.dm4ufi.org. Et le fort, c'est le numéro 4 en fait, c'est pas fort avec F-O-R. Pour revenir à votre première question, Monsieur Panier, je pense qu'elle est importante. Bon, vous dites que vous ne voyez pas mes électeurs, je crois qu'ils sont là. C'est ceux qui ont pu se déplacer, je leur dis merci, parce que nous organisons ces élections dans des conditions assez difficiles. Nous subissons, ou alors mes électeurs subissent, assez de confusion.
À 1 heure, j'allais dire, de cette rencontre, pas mal de mes potentiels électeurs m'avaient appelé pour me dire que je n'étais plus candidat. Parce que j'aurais été appelé ce matin par son Excellence, M. Daouda, de me retirer. Donc cette information est passée à plusieurs niveaux pour dire que je ne suis plus candidat. Donc si je ne suis plus candidat, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils viendront. Ceux qui ont eu le temps de m'appeler ont eu, j'allais dire, l'information de démenti. Mais bon, la majorité d'entre ces personnes avaient déjà leur programme où ils disaient, bon, Diem n'est plus candidat, bon, voilà. Ça, c'est un premier niveau. Et deuxième, nous avons eu une élection organisée par une transition le 29, une transition qui, pour nous, n'a pas joué sur la réconciliation, sur la paix. Alors, il y a eu un vainqueur à cette élection. Alors, cette équipe, évidemment, nous avons des informations qui donnent de fil à retordre sur le terrain, en donnant des informations assez, j'allais dire, déplacées. Alors, vous pouvez même constater que le jour où les éléphants jouaient à l'ambassade, il y a eu des spots publicitaires qui sont passés, et vous avez eu des images du président du moins j'allais dire de celui qui a été nommé président, parce que quand on dit nommé président, si vous retournez vers le YouTube de ce jour-là du 29, le présentateur disait oui, voici le nouveau président nommé aujourd'hui. Voilà, donc j'ai compris que bon, c'était une élection qui ne faisait pas l'unanimité. Donc à ce niveau, il y a une division, il y a assez de désinformation qui passe. Et au niveau de ma communauté également, il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'ai perdu à ces élections auxquelles je ne m'étais pas présenté. Donc je viens maintenant faire ce qu'on appelle une certaine récupération de la présidente sortante qui, elle, avait tous les textes de son côté, qui n'a pas peut-être pu atteindre un certain nombre de combats et faire une continuité de son combat, ce qui est archi faux. Alors ça aussi, c'est des éléments qui expliquent qu'il y a assez de confusion. Déjà que l'UFI a besoin de j'allais dire, de se redynamiser pour attirer beaucoup plus. Et le peu de personnes qui venaient attendent des voix discordantes. Et le dernier point, il y a aussi le fait que je suis candidat unique. Alors, beaucoup de mes potentiels électeurs m'ont appelé pour me dire que vraiment, le fait que tu sois candidat unique, tu as besoin plus de nous samedi prochain qu'aujourd'hui. Et samedi est un jour de travail, c'est différent du dimanche. Et rares sont ceux qui peuvent prendre off 2 week-ends de suite. Donc, ils ont préféré travailler ce samedi et être libre le samedi prochain. Je peux vous rassurer, M. Bani, que nous sommes en train de faire un travail. Et nous aurons du monde le samedi prochain pour venir nous plébisciter à la tête de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Ne partez pas. Je voudrais, avant de permettre à M. Desploty de poser ses questions, il y a un point très important auquel vous devez expliquer maintenant. Parce que, à travers la question qui a été posée par M. Bani, tout à l'heure, vous avez dit que dans la compréhension de vos électeurs, il y a eu une spéculation sur quoi que vous avez été interpellé par son Excellence à vouloir vous retirer. Dites-nous concrètement, quel était l'entretien que vous avez eu avec l'Excellence lorsqu'il vous a appelé à l'ambassade, pour que nous sachions, est-ce qu'il vous a demandé de vous retirer ou bien qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Merci, pasteur. Vous allez être étonné, je n'ai même pas été appelé par l'Excellence à l'ambassade. Pas du tout. L'Excellence, je ne me rappelle même plus, la dernière fois que j'avais vu l'Excellence, il était arrivé à une activité à Rockville, il y a 3 semaines de cela. Voilà, donc je n'ai pas vu l'Excellence, il ne m'a pas appelé pour quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, pasteur, c'est juste de la désinformation. C'est juste de la désinformation pour permettre aux gens de ne pas venir. Et puis ensuite, à partir de demain, dire que M. Diomandé a été interpellé par le premier Ivoirien, le premier responsable de la chancellerie, et il est, disons, persévérant, têtu, il refuse d'obéir, alors il veut créer la division.
Je voudrais dire aux Ivoiriens, sincèrement, de cette région métropolitaine, que nous avons décidé de nous présenter justement parce que nous pensons qu'il y a des problèmes. Nous pensons qu'il y a des gens qui tirent la ficelle, qui empêchent à l'UFI d'évoluer. Et ces personnes ont peur que M. Diomandé devienne le président des Ivoiriens. Et nous allons aller jusqu'au bout. Nous avons des arguments solides, nous avons une équipe solide, nous avons la légalité de notre côté. Je pense que des questions vont nous permettre de développer cela. Nous n'avons pas de contact direct avec l'ambassadeur qui, au niveau de l'article 6 de notre règlement intérieur, est le président d'honneur. Le président d'honneur, il a une responsabilité morale de nous accompagner. Il ne devrait même pas penser demander à M. Diomandé de se retirer. Alors, ma légitimité viendra des Ivoiriens et nous allons rencontrer le président d'honneur certainement pour lui donner les résultats, comme nous allons donner les résultats à tous les Ivoiriens qui seront là, comme ceux qui sont aux États-Unis ou à Abidjan. Les informations seront sur le net après les élections. Donc, nous n'avons pas été appelés pasteurs par l'ambassadeur, encore moins par un membre de son ambassade. Bien au contraire, nous avons reçu beaucoup d'appels de responsables d'infragroupes qui nous encouragent à avancer dans cette lutte qui permettra à quelqu'un comme moi, qui connaît la communauté, qui l'a pratiquée depuis des années, qui a eu un prix décerné à la dernière activité nationale qui était le cinquantenaire, son Excellence M. Charles Kofi a eu à me donner un diplôme de reconnaissance de travail communautaire. Et j'étais l'un des responsables en association avec le frère Phil Noumel, qui était le président de cette commission de communication. Alors j'ai travaillé avec le frère Phil Noumel, qui a aussi eu, n'est-ce pas, un diplôme de félicitations. Et dans mon équipe, j'allais dire, l'un de mes conseillers est le premier président des Ivoiriens ici à Washington. J'ai au moins 2 anciens présidents qui m'appellent régulièrement pour me soutenir. Pour ceux qui sont ici, il n'y a que, j'allais dire, une seule personne, je ne vais pas dire de nom, qui a eu à diriger les Ivoiriens, qui n'a pas pu me rencontrer. Nous avons essayé à plusieurs reprises pour une question de calendrier, mais officiellement, cette personne ne m'a jamais dit qu'elle ne me soutenait pas. Mais je peux vous dire qu'au niveau des responsables des infragroupes et au niveau de ceux qui ont eu à diriger l'UFI, bon, j'ai quand même un soutien et je demanderai aux Ivoiriens de faire confiance à toutes ces personnes sages, toutes ces personnes responsables qui ont eu à diriger la communauté, qui aujourd'hui me soutiennent pour que je puisse permettre de finir le travail qu'elles ont commencé. Au lieu de donner les destinées, j'allais dire, de l'UFI à quelqu'un que je respecte, mais qui est quand même nouveau dans la communauté. Je parle de mon frère Guy Comenan qui a été plébiscité la dernière fois. Je pense qu'il y a à peine 3 ans qu'il est là. Pour diriger une communauté, il faut la connaître. Et je pense que c'est important. Et alors, donc, je pense que je l'ai pratiqué. J'ai prouvé à plusieurs reprises que j'étais dans cette communauté. Et je pense que l'Excellence, en tant que président d'honneur, en observant de son piédestal, pourra comprendre que je suis celui-là qui peut, n'est-ce pas, faire avancer l'Union fraternelle des Ivoiriens. Je vous remercie, M. Diomandé Moussa, pour votre belle intervention. Moi, c'est de Plotit Guénamon. Je crois que mes questions que je vais poser sont de 2 ordres. La première question, c'est: est-ce que vraiment, vu le niveau de démotivation qu'il y a au sein de la base à l'UFI, parce que certes, vous aviez évoqué les problèmes d'emploi du temps au service qui font que certains ne pourront pas être là, mais bien à côté, il y a des problèmes de démotivation, parce que les Ivoiriens ont coutume de s'unir, de créer des associations et de ne pas respecter le fonctionnement de ces associations et d'y mettre véritablement du sérieux. Et ce genre de comportement à la longue entraîne des déceptions au point que les gens n'y voient pas l'intérêt. Est-ce que vous êtes réellement prêt? Avez-vous évalué les difficultés que ça va représenter sur le terrain? Vous en êtes conscient? Est-ce que vous êtes prêt à les surmonter, quelles que soient les humiliations, les frustrations?
Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question porte sur la situation conflictuelle dans laquelle nous nous trouvons. Vous aviez parlé du groupe de Guy Kwamélan et de Nambo Clément. Chaque groupe estime être dans la légalité. Vous avez vos documents, ils ont les siens. J'ai eu même un message sur mon portable, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir mon numéro, me disant que le comité de transition aura à répondre de ses actes vis-à-vis de la justice américaine. Et que moi, je suis quelqu'un, je viens d'arriver, mais ça ne regarde pas ma personne strictement, mais c'est seulement le comité. Vous, lorsque vous deviendrez président, quels sont les moyens que vous mettrez en place, ou bien quels sont les moyens dont vous disposez pour régulariser et puis finir avec cette situation pour de bon? Je vous remercie. Merci, M. Guénaman. Je pense que vous avez posé deux questions de fond. C'est des questions dont les réponses préoccupent énormément les Ivoiriens. Cette élection devrait certainement avoir lieu des mois beaucoup plus tôt. Si elle a traîné jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nous avons participé à chaque étape d'analyse des difficultés. La première difficulté, c'est les textes qui régissent l'association. Ces textes, généralement, ne sont pas connus de tout le monde. Vous pouvez avoir des Ivoiriens dans une salle, chacun va vous faire un développement, mais vous allez leur demander s'ils ont eu le temps de lire les statuts et règlements. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Donc, nous allons mettre ces textes, des séances d'explication. Et ces textes, en eux-mêmes, sont assez conflictuels. Il y a du vide à plusieurs niveaux. Nous allons essayer de fermer, j'allais dire, corriger ces vides. Nous sommes également au courant de la situation, j'allais dire, légale de notre association, de l'UFI, pardon, par rapport à l'administration américaine. Nous avons été informés, nous avons pris contact avec ces offices. Alors, nous pensons que nous pouvons les corriger pour permettre aux Ivoiriens d'avoir l'information vraie. Je vous ai dit tout à l'heure que nous comptons vraiment redynamiser l'UFI. Vous allez constater que ce que l'UFI a de visuel jusqu'à présent, c'est une base de données. Vous n'avez pas de liste réelle d'Ivoiriens vivant dans cette région métropolitaine. Vous n'avez pas de liste exhaustive. Nous devons savoir où chaque Ivoirien plus ou moins habite. Nous comptons envoyer des courriers réels. Nous comptons rencontrer les Ivoiriens régulièrement pour leur expliquer exactement ce qui se passe. Donc, les difficultés sont réelles, M. Guénaman. Je ne veux pas vous dire que ce serait une tâche facile. Les difficultés sont réelles. Nous allons lutter d'abord contre ceux qui pensent que nous ne devons pas être présidents. Et ensuite, nous devons lutter contre notre passé, l'incapacité des différents présidents de pouvoir décoller. Il y a eu des raisons de cela. Il y a des personnes qui ont empêché des présidents d'avancer. Il y a des personnes qui ont eu à poser des actions, qui ont découragé pas mal d'Ivoiriens. Votre deuxième question, c'était concernant ceux qui vous ont appelé, qui comptent vous convoquer devant la justice. Bon, je pense que normalement, dans une semaine, vous ne serez plus à commande. Donc, je leur demanderai de s'apprêter et de me convoquer. Je leur demanderai de s'apprêter et de me convoquer. Mais il faudrait que les Ivoiriens sachent que nous ne faisons pas de la récupération.
comme je vous ai dit au début, la communauté ivoirienne est la diaspora ivoirienne est une immigration de qualité. Beaucoup d'Ivoiriens ont fait des grandes études, qui se retrouvent à l'étranger. Ils ne sont pas sortis tôt, et ceux qui sont sortis, c'est vraiment des gens de qualité. Nous savons tous lire, nous savons exactement que au niveau de votre commission, de votre transition, il a fallu l'application de l'article 28 de notre statut pour vous mettre en place. Et c'est le lieu, si vous le permettez, M. Guénama, de prendre 2 minutes et d'expliquer comment se fait-il que nous nous retrouvons avec vous, alors que vous aviez certainement suivi des affiches publicitaires de notre présence à la première transition. Vous savez, la nature a horreur du vide. Bien sûr. La présidente sortante a démissionné. Elle a eu une fin de mandat anticipée. Elle a pris le temps de faire donc son assemblée générale de fin de mandat. Mais dans la confusion, elle a pris un peu trop de temps. Et elle nous a expliqué après que l'autorité, par exemple, ne lui permettait pas, au moment où elle était prête, de pouvoir faire cette assemblée générale de fin de mandat. Mais nous qui sommes des Ivoiriens lambda, n'avions pas forcément tous les détails et toutes les virgules chaque fois. Bon, il y avait effectivement la volonté du bureau sortant de nous informer, il y avait des emails d'explications qui arrivaient, mais la nature a horreur du vide. M. Nabo a eu à occuper un terrain qui n'était pas occupé par le bureau sortant. Normalement, le bureau sortant devait, selon nos statuts, gérer les affaires courantes. Mais on ne leur permettait pas, après nous avons été informés, de gérer ces affaires courantes. Alors, ces personnes qui se sont mises donc comme transition ont fait croire à toute la grande communauté que la présidente n'allait plus jamais faire quelque chose et qu'ils partaient aux élections. Et nous avions dans ce cas 3 candidats déclarés. Et au niveau de notre transition, de notre coalition, nous avons dit que nous refusons d'être forclos par rapport au programme que nous avons pour nos Ivoiriens. Nous avons pris 2 options. Nous allons accompagner cette transition de Prima Nabo, illégale, mais occupant le terrain. C'est un peu le cas d'un coup d'État militaire. Dans un coup d'État militaire, le peuple ne vous donne pas la légitimité. C'est votre gros bras, j'allais dire vos armes, n'est-ce pas? Mais les pays occidentaux, maîtres de la démocratie, ne disparaissent pas automatiquement avec leurs ambassadeurs lorsqu'il y a un militaire au pouvoir. Ils vont vers le militaire et on le pousse à aller aux élections et donc il accepte et on deal avec lui, bien qu'il ne soit pas légal. C'est un peu la même situation où M. Nabo occupant le terrain et n'ayant pas d'informations concrètes, nous avons dit, nous allons donc accompagner, mais avec des réserves. La réserve est que si jamais nous avons finalement la commission, j'allais dire légale, légitime, sur la base de l'application de l'article 28 de notre statut, cette commission, c'est-à-dire la vôtre, M. Guénama, si cette commission est mise en place, nous allons automatiquement nous retirer si jamais cette transition n'essaie pas de vous accompagner, c'est-à-dire s'associer à vous afin que nous ayons une seule élection. Ça, c'était notre première réserve. La deuxième est que c'était possible que la transition, votre transition, vienne après les élections de M. Nabo. Et nous avons décidé, au niveau de notre coalition, de revenir nous représenter auprès de vous si jamais votre mise en place se faisait après l'élection de M. Nabo. C'est-à-dire en ce moment, dans le cas de Guy, demander à ces 100, il paraît qu'il a eu 135 personnes, demander à ces 135 personnes de venir toujours, n'est-ce pas, avec la deuxième transition, afin que nous ayons un seul président.
Voilà, donc nos conditions étaient réelles. Et nous avons donc envoyé un communiqué que vous avez vu, et c'est écrit, notre réserve dans le dépôt de notre candidature. Donc nous savions ce que nous faisions. Les gens pensaient que nous accompagnions le faux, mais nous disions qu'au beau milieu, nous pouvons nous retirer si ces conditions ne sont pas réunies. Il faut dire que M. Nabo et son équipe ont plus ou moins écouté notre réserve, c'est-à-dire dès que vous avez été mis en place, vous avez une séance de travail. Au bout de quelques jours, nous avons été informés que vous n'avez pas eu de conclusion. Et ils ont décidé de maintenir leur date et d'aller sans vous, ce qui était contraire à notre réserve. Donc, automatiquement, nous avons pris nos responsabilités pour leur demander de continuer, j'allais dire, la main tendue, le dialogue, et pour nous permettre d'avoir une seule élection. Et c'est très important, parce que à ce moment précis, nous voulions sauver la paix, nous voulions sauver, j'allais dire, la réconciliation entre les Ivoiriens. Nous avons fait des démarches, mon DDC a parlé à notre équipe, alors nous étions plus ou moins, nous avions été informés que bon, c'était possible qu'ils allaient nous accompagner. À la dernière minute, ils ont préféré partir. Et nous avons demandé à M. Nabo de pouvoir continuer à discuter avec vous et que si le problème était, vous avez vu nos textes, était un problème d'argent au niveau de notre coalition, dont les membres sont là, j'ai des conseillers qui sont là, nos responsables en relation à la cellule financière est là, nous avons dit que nous étions prêts à payer la salle de la nouvelle date au cas où M. Nabo avait déjà dépensé de l'argent, n'est-ce pas?